Je suis enfin revenu de mon absence de 2 semaines. Les nôtres étaient depuis 3 jours à Roulettenbourg. Je pensais qu'il m'attendait avec Dieu sait quelle impatience. Je pensais qu'il m'attendait avec Dieu sait quelle impatience. Mais je me trompais. Le général me regarda d'un air très indépendant. Le général me regarda d'un air très indépendant, me parla avec hauteur et me renvoya à ses sœurs. Il était clair qu'ils avaient gagné quelque part de l'argent. Il me semblait même que le général avait un peu honte de me regarder. Maria Filipovna était très affairée et me parla à la hâte. Elle prit pourtant l'argent, le compta et écouta tout mon rapport. On attendait pour le dîner Mezentsoff. Le petit français est un anglais. Comme il ne manquait pas de le faire quand ils avaient de l'argent. En est vrai moscovites qu'ils sont, mes maîtres avaient organisé un dîner d'apparat. En me voyant, Paulina Alexandrovna me demanda pourquoi j'étais resté si longtemps et disparut sans attendre ma réponse. Évidemment, elle agissait ainsi à dessein. Dessein. D-E-W-S-E-I-N. Dessein. Dessein? Dessein, peut-être, je ne sais pas. Il faut pourtant nous expliquer. J'ai beaucoup de choses à lui dire. On m'assina une petite chambre au 4e étage de l'hôtel. On sait ici que j'appartiens à la suite générale. Le général passe pour un très riche seigneur. Avant le dîner, il me donna entre autres commissions celle de changer des billets de 1000 francs. J'ai fait de la monnaie dans le bureau de l'hôtel. Nous voilà aux yeux des gens millionnaires au moins durant toute une semaine. Je voulus d'abord prendre Nisha et Nadia pour me promener avec eux. Mais de l'escalier, on m'appela chez le général. Il désirait savoir où je les menais. Décidément, cet homme ne peut me regarder en face. Il s'y efforce. Mais chaque fois, je lui réponds par un regard si fixe, si calme, qu'il perd aussitôt contenance. En un discours très pompeux, par phrases étagées solennellement, il m'expliqua que je devais me promener avec les enfants dans le parc. Enfin, il se fâcha tout à coup et ajouta avec roideur « Car vous pourriez bien, si je vous laissais faire, les mener à la gare, à la roulette. Vous en êtes bien capable. Vous avez la tête légère. Quoique je ne sois pas votre mentor, et c'est un rôle que je n'ambitionne point, j'ai le droit de désirer qu'en un mot, que vous ne me compromettiez pas. Mais pour perdre de l'argent, il faut en avoir, répondis-je tranquillement, et je n'en ai point. Vous allez en avoir, dit-il un peu confus. Il ouvrit son bureau, chercha dans son livre de comptes et constata qu'il me devait encore 120 roubles. Comment faire ce compte? Il faut l'établir en thalers. Eh bien, voici 100 thalers en somme ronde. Le reste ne sera pas perdu. Je pris l'argent en silence. Ne vous offensez pas de ce que je vous ai dit. Vous êtes si susceptible. Si je vous ai fait cette observation, c'est pour ainsi dire, pour vous prévenir, et j'en ai bien le droit. En rentrant avant le dîner, je rencontrai toute une cavalcade. Les nôtres allaient visiter quelques ruines célèbres dans les environs. Mademoiselle Blanche dans une belle voiture avec Maria Filipovna, Paulina, le petit français, l'anglais et notre général à cheval. Les passants s'arrêtaient et regardaient. L'effet était obtenu. Seulement le général n'a qu'à se bien tenir. L'effet était obtenu. Seulement le général n'a qu'à se bien tenir. J'ai calculé que des 54 000 francs que j'ai apportés, en y ajoutant même ce qu'il a pu se procurer ici, il ne doit plus avoir que 7 ou 8 000 francs. C'est très peu pour Mademoiselle Blanche. Elle habite aussi dans notre hôtel, avec sa mère, quelque part encore, dans la même maison, loge le petit français, que les domestiques appellent Monsieur le Comte. La mère de Mademoiselle Blanche est une Madame la Comtesse.
Et pourquoi ne serait-il pas comte et comtesse? À table, monsieur le comte ne me reconnut pas. Certes, certes, le général ne songeait pas à nous présenter l'un à l'autre. Et quant à monsieur le comte, il avait vécu en Russie, sait bien qu'un Uchitel n'est pas un oiseau de haut vol. Il va sans dire qu'il m'a réellement très bien reconnu. Je crois d'ailleurs qu'on ne s'attendait même pas. À me voir au dîner. Le général a sans doute oublié de donner des ordres à cet effet. Mais son intention était certainement de m'envoyer dîner à la table d'hôte. Je compris cela au regard mécontent dont il m'honora. La bonne Maria Filipovna m'indiqua aussitôt ma place. Mais M. Astley, M. Anglais, m'aida à sortir de cette situation désagréable. Et malgré le général, M. le comte et Madame la comtesse, je parvins à être de leur société. J'avais fait la connaissance de cet Anglais en Prusse, dans un wagon où nous étions assis l'un près de l'autre. Je l'avais revu depuis en France et en Suisse. Je n'en vis jamais d'homme aussi timide jusqu'à la bêtise, mais seulement apparente, car il s'en faut de beaucoup qu'il soit. Car il s'en faut de beaucoup qu'il soit. Car il s'en faut de beaucoup qu'il soit sot. Car il s'en faut de beaucoup qu'il soit sot. Il est d'un commerce doux et agréable, sot, S-O-T. Il est d'un commerce doux et agréable. Il était allé durant l'été au Cap Nord et désirait assister à la foire de Nijni Novgorod. Je ne sais comment il a fait la connaissance du général. Il me semble éperdument amoureux de Paulina. Il était très content que je fusse à table auprès de lui et me traitait comme son meilleur ami. Le petit Français dirigeait la conversation. Autant avec tout le monde. Il parlait finances et politique russe et ne se laissait contredire que par le général, qui le faisait d'ailleurs avec une sorte de déférence. J'étais dans une très étrange disposition d'esprit. Dès avant le milieu du dîner, je me posais ma question ordinaire. Pourquoi me traîner encore à la suite de ce général et ne l'avoir pas depuis longtemps quitté? Je regardais Paulina Alexandrovna, mais elle ne faisait pas la moindre attention à moi. Je finis par me fâcher et me décider à être grossier. Debout en blanc, je me mêlais à la conversation. J'avais la démangeaison de chercher. En anglais, ils disent quarrel. Ici, j'avais la démangeaison de chercher querelle au petit français. Je m'adressais au général et tout à coup, lui coupant la parole, je lui fis observer que les Russes ne savent pas dîner à une table d'hôtes. Le général me regarda avec étonnement. Par exemple, dis-je, un homme considérable ne manque pas dans ces occasions de s'attirer en affaires. À Paris, sur le Rhin, en Suisse, les tables d'hôtes sont pleines de petits Polonais et de petits Français qui ne cessent de parler et ne tolèrent pas qu'un Russe place un seul mot. Je dis cela en français. Le général me regardait toujours avec étonnement, ne sachant s'il devait se fâcher. Cela signifie qu'on vous aura donné une leçon quelque part, dit le petit Français avec un nonchalant mépris. À Paris, je me suis querellé, avec un Polonais, répondis-je, puis avec un officier français qui soutenait le Polonais. Une partie des Français passa de mon côté quand je leur racontais que j'avais voulu cracher dans le café d'un monseigneur. Cracher? S'exclama le général avec un étonnement plein d'importance. Le petit Français me jeta un regard méfiant. Précisément, répondis-je, comme j'étais convaincu que 2 jours après, je serais obligé d'aller à Rome pour nos affaires. Je m'étais rendu à l'ambassade de Saint-Père pour faire viser mon passeport. Là, je rencontrai un petit abbé d'une 50aine d'années, sec à la figure compassée. Il m'écouta avec politesse, mais me pria très sèchement d'attendre. J'étais pressé,
Je m'assis pourtant et je me mis à lire l'opinion nationale. Je tombais sur une terrible attaque contre la Russie. Pourtant, j'entendis de la chambre voisine quelqu'un entrer chez le Monsignor. Monsignor. Dernière fois, c'était Monseigneur. Monsignor. J'avise mon abbé et je lui demande si ce ne sera pas bientôt mon tour. Encore plus sèchement, il me prie d'attendre. Survient un Autrichien, on l'écoute, on l'introduit aussitôt. Alors je me mets en colère, je me lève et m'approchant de l'abbé, je lui dis avec fermeté, « Puisque Monseigneur reçoit, introduisez-moi. » Puisque Monseigneur reçoit, introduisez-moi. L'abbé fait un geste extraordinaire étonnant, qu'un saint russe prétendit être traité comme les autres. Cela dépassait la jugote, Jugeote. Jugote, voilà. Cela dépassait la jugote de Frocard. Il me regarda des pieds à la tête et me dit d'un ton provoquant, comme s'il se réjouissait de m'offenser. « C'est cela, Monseigneur va laisser refroidir son café pour vous. » C'est alors que je me mis à crier d'une voix de tonnerre. « Je crache dans le café de Monseigneur. Si vous n'en finissez pas tout de suite avec mon passeport, j'enterrai malgré vous. »« Comment ? Mais il y a un cardinal chez Monseigneur. » s'écria le petit abbé en frémissant d'aurore et se jetant sur la porte. Il se tourna le dos contre elle, les bras en croix, me montrant ainsi qu'il mourrait plutôt que de me laisser passer. Alors je répondis que j'étais hérétique et barbare et que je me moquais des archevêques et des cardinaux. L'abbé me regarda avec le plus singulier des sourires, un sourire qui exprimait une rancune et une colère infinie, puis arracha de mes mains le passeport. Un instant après, il était visé. « Pourtant vous, commença le général. Ce qui vous a sauvé, remarqua le petit Français en souriant, c'est le mot hérétique. Hé, ce n'était pas si bête. Faut-il mieux imiter nos Russes? Ils ne se remuent jamais, n'osent proférer un mot et sont tout prêts à renier leur nationalité. On me traita avec plus d'égards quand on connut ma prouesse avec l'abbé. Un gros panne, mon plus grand ennemi à la table d'hôtes, me marqua dès lors de la considération. Les Français même m'interrompirent. Les Français même ne m'interrompirent pas quand je racontais que 2 ans auparavant, les Français même ne m'interrompirent pas quand je racontais que 2 ans auparavant, en 1812, j'avais vu un homme contre lequel un soldat français avait tiré, uniquement pour décharger son fusil. Cet homme n'était alors qu'un enfant de 10 ans. Cela ne se peut, s'écria le petit Français. Un soldat français ne tire pas sur un enfant. Pourtant cela est, répondis-je froidement. Le Français se mit à parler beaucoup et vivement. Le général essaya d'abord de le soutenir, mais je lui recommandai de lire les notes du général Perovski, qui était en 1812 prisonnière des Français. Enfin, Maria Filipovna se mit à parler d'autres choses pour interrompre cette conversation. Le général était très mécontent de moi. Et de fait, le Français et moi, nous ne parlions plus, nous crions, je crois. Cette querelle avec le Français parut plaire beaucoup à M. Astley. Voilà. Monsieur Astley. Le soir, j'eus un quart d'heure pour parler à Paulina pendant la promenade. Tous les nôtres étaient à la gare. Paulina s'assit sur un banc en face de la fontaine. Voilà. Les enfants jouaient à quelques pas. Nous étions seuls. Nous parlâmes d'abord d'affaires. Paulina se fâchait quand je lui remis 700 gulden. Elle comptait qu'on m'en eût donné 2000 comme prêt
Elle comptait qu'on m'en eût donné 2000 comme prêt sur ce diamant. Elle comptait qu'on m'en eût donné 2000 comme prêt sur ce diamant. Il me faut de l'argent coûte que coûte ou je suis perdu. Il me faut de l'argent coûte que coûte ou je suis perdu. Je lui demandais ce qui s'était passé durant mon absence. Rien, sauf qu'on a reçu de Pétersbourg 2 nouvelles. D'abord, que la grand-mère était au plus mal, puis 2 jours après, qu'elle était morte. Cette dernière nouvelle émanait de Timothée Petrovitch, un homme très sûr. Ainsi tout le monde est dans l'attente. Depuis 6 mois, on n'attendait que cela. Avez-vous des espérances personnelles? Je ne suis pas parente, j'en suis que la belle-fille du général. Pourtant, je suis sûr qu'elle ne m'a pas oublié dans son testament. Je crois même qu'elle vous aura beaucoup avantagé, répondis-je affirmativement. Oui, elle m'aimait, mais pourquoi avez-vous cette idée? Je lui répondis par une question. Notre marquis n'est-il pas dans ce secret de famille? En quoi cela vous intéresse-t-il? Mais si je ne me trompe, dans le temps, le général a dû lui emprunter de l'argent. En effet, eh bien, aurait-il donné de l'argent s'il n'avait pu compter sur la babouchka? Avez-vous remarqué qu'à table, à 3 reprises, en parlant de la grand-mère, il a appelé la babouchka? Quelle relation intime et familière! Oui, vous avez raison. Mais dès qu'il apprendra que j'ai une part dans le testament, il me demandera en mariage. C'est cela, n'est-ce pas? Que vous voulez savoir? Seulement alors, je croyais que c'était déjà fait. Vous savez bien que non, dit avec impatience Pauline. Où avez-vous rencontré cet Anglais? Reprit-elle après un silence. Je me doutais bien que vous m'interrogeriez à son sujet. Je lui racontai ma rencontre avec M. Astley. Il est amoureux de vous, n'est-ce pas? Oui. Et il est 10 fois plus riche que le français? Qui sait, même si le français a de la fortune. Fortune. Pas sûr. Un château quelque part. À votre place, j'épouserais l'anglais. Pourquoi? Le français est mieux, mais plus vil. L'anglais est honnête, 10 fois plus riche, dis-je d'un ton tranchant. Le français est marquis et plus intelligent. Qu'en savez-vous? Mes questions déplaisaient à Pauline. Je voyais qu'elle voulait m'irriter par l'impertinence de ses réponses. Je lui ai exprimé aussitôt cette pensée. Je m'amuse en effet de vos colères, répliqua-t-elle. Il faut que vous me payiez l'impertinence de vos questions. J'estime en effet que j'ai le droit de vous poser toutes sortes de questions, répondis-je très tranquillement, puisque je suis prêt à payer mes impertinences et vous donner ma vie pour rien. Paulina se mit à rire à gorge déployée. Dernièrement, à Schlagenberg, vous étiez prêt, sur une parole de moi, à vous jeter, tête baissée, dans le précipice, et il avait, je crois, 1000 coudées. Je le dirai quelques jours, cette parole que vous attendiez, et nous verrons comment vous vous exécuterez. Et nous verrons comment vous vous exécuterez. Je vous haïs pour toutes les libertés de langage que je vous ai laissé prendre avec moi, et davantage encore parce que j'ai besoin de vous. D'ailleurs, soyez tranquille, je vous ménagerai tant que vous me serez nécessaire. Elle se leva, elle se leva. Elle parlait avec irritation depuis quelque temps. Nos conversations finissaient toujours ainsi. Permettez-moi de vous demander quelle personne est Mademoiselle Blanche. Vous le savez bien, rien n'est survenu depuis votre départ. Mademoiselle Blanche sera certainement Madame la Générale, si le bruit de la mort de la babouchka se confirme. Car Mademoiselle Blanche, sa mère et le marquis, entre parenthèses son cousin au 3e degré, savent très bien que nous sommes ruinés. Et le général est amoureux fou? Il ne s'agit pas de cela. Tenez, voici 700 florins. Allez à la roulette et gagnez pour moi le plus possible. Il me faut de l'argent. Elle me quitta et rejoignit à la gare toute notre société. Moi, je pris un sentier et me promenais en réfléchissant. L'ordre d'aller jouer à la roulette me laissait abasourdi. J'avais bien des choses en tête et pourtant je perdais mon temps à analyser mes sentiments pour Pauline. Parole,
Parole, je regrettais. Parole, je regrettais. Parole, je regrettais mes 15 jours d'absence. Je m'ennuyais alors. J'étais agité comme quelqu'un qui manque d'air, mais j'avais des souvenirs et une espérance. Un jour, cela se passait en Suisse, dormant dans un wagon. Je me surpris à parler haut à Paulina. Ce furent, je crois, les rires de mes voisins qui m'éveillèrent. Voilà. Ce furent, je crois, les rires de mes voisins qui m'éveillèrent. M'éveillèrent. Voilà. Et une fois de plus, je me demandais, l'aimais-je? Et une fois de plus, je me demandais, l'aimais-je? Et pour la 100e fois, je me répondis, je la hais, je la haïs. Je la haïs. Et pour la 100e fois, je me répondis, je le haïs. Parfois, surtout à la fin de nos conversations, j'aurais donné pour pouvoir l'étrangler toutes les années qu'il me reste à vivre. Oh, si j'avais pu enfoncer lentement dans sa poitrine mon couteau bien aiguisé. Il me semble que je l'aurais fait avec plaisir. Et pourtant, je puis jurer aussi que si, là-haut, sur le Schlagenberg, la montagne à la mode, elle m'avait dit « Jetez-vous en bas ». Je l'aurais fait avec bonheur, d'une ou d'autre façon. Il faut que cela finisse. Elle se rend très bien compte de tout ce qui se passe en moi. Elle sait que j'ai conscience de l'absolue impossibilité de réaliser le rêve dont elle est le terme. Et je suis sûr que cette pensée lui procure une joie extrême. Et c'est pourquoi elle est avec moi si franche, si familière. C'est un peu l'impératrice, c'est un peu l'impératrice antique qui se déshabillait devant un esclave. Un Uchitel n'est pas un homme. Uchitel n'est pas un homme. Pourtant, j'avais une mission de gagner à la roulette. Dans quel bout? Il était évident que durant les 15 jours de mon absence, une foule d'événements était survenue dont je n'avais pas connaissance. Il fallait tout deviner. Et je n'avais pas seulement le temps de réfléchir. Je devais aller à la roulette. Cela m'était très désagréable. J'étais décidé à jouer, mais non pas pour... Cela m'était très désagréable. J'étais décidé à jouer, mais non pas pour le compte des autres. Même cela dérangeait mes plans. Joue, en entrant dans le salon du jeu. Une sensation de dépit et du premier regard. Tout me déplut. Je ne puis supporter cet esprit de laquais qui dicte tous les feuilletons dans le monde entier, surtout chez nous, et qui chaque printemps impose aux feuilletonistes ces deux thèmes. La magnificence, je sais pas comment se prononce, la magnificence des salons de jeu dans les villes à la roulette des bords du Rhin, et les tas d'or amoncelés sur les tables. Les feuilletonistes ne sont pourtant pas payés pour dire cela. C'est pur servilité. En réalité, ces salons sont dégoûtants. Et pour des tas d'or, on en voit guère. Je sais bien que parfois, un riche étranger, anglais, asiatique, turc, s'arrête 2 jours dans la ville, couche au salon, il perd au gain des sommes énormes. Mais quand, au mouvement normal, il se compose de quelques florins et il n'y a que très peu d'argent sur les tables. Une fois entré, c'était ma première soirée de jeu. Je fus quelque temps sans oser me mettre à jouer. Il y avait beaucoup de monde, mais Osei-je était seul. Je crois que je n'aurais pas été plus courageux. Mon corps battait fort et je n'avais pas de sang-froid. J'étais sûr depuis longtemps que je ne quitterais pas Roulettenbourg sans qu'il m'y fût arrivé quelque chose de décisif. Voilà.
J'étais sûr depuis longtemps que je ne quitterais pas Roulettenbourg sans qu'il m'y fût arrivé quelque chose de décisif. Il le faut et ce sera. Ce sera peut-être du ridicule. Ce sera peut-être du ridicule. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ce sera peut-être du ridicule. Qu'est-ce que ça m'a fait? En tout cas, l'argent n'est jamais ridicule. Il n'y en a qu'un sur 100 qui gagne, mais il y en a à un. Il y en a un. Il n'y en a qu'un sur 100 qui gagne, mais il y en a un. Je résolu toutefois de bien examiner et de ne rien commencer de sérieux ce soir-là. Dût-il m'arriver ce soir même quelque chose d'important, j'étais résolu à le considérer comme négligeable. J'avais décidé cela. De plus, ne fallait-il pas étudier le jeu lui-même? Car malgré les traités de roulette que j'avais lus avec avidité, je ne compris les combinaisons du jeu qu'en les pratiquant moi-même. Mais d'abord, tout me parut sale, repoussant. Je ne parle pas des visages inquiets qui se pressaient autour des tables par dizaines, par centaines, attendu que je ne vois rien de repoussant dans le désir de gagner par le plus court moyen la plus grosse somme possible. Cette pensée d'un moraliste bien repu qui disait un jour, arguant de ce qu'il n'exposait qu'au peu de choses, c'est donc une cupidité médiocre, m'a toujours paru stupide, n'est-ce pas? C'est une affaire d'appréciation, une cupidité médiocre, une grande cupidité. 1-0 pour Rothschild. 1-0 pour Rothschild, 1 million pour moi. Qu'y a-t-il de mauvais dans le système équilibré des gains et des pertes? Ce qui me parut à moi réellement laid et vil, surtout au premier abord, dans toute cette canaille qui compose le public de la roulette, c'est l'intolérable gravité des gens assis autour des tables. Il y a deux jeux, celui des gentlemen et celui de la crapule. On les distingue très sévèrement et pourtant, à vrai dire, quelle sottise que cette distinction. Un gentleman risque 5 ou 10 louis, rarement plus, quoi qu'il puisse, s'il est très riche, jouer 1000 francs, mais pour l'amour du jeu seulement, pour s'amuser, pour étudier le processus du gain et de la perte. Quant au gain lui-même, c'est chose indifférente. En ramassant son gain, il convient que le gentleman fasse à quelqu'un de ses voisins une plaisanterie. Il peut rejouer son gain, le doubler même, mais uniquement par curiosité, pour voir les chances, pour faire des combinaisons, jamais pour le désir plébéien, je sais aucune idée comment ça se prononce, plébéien, de réaliser un profit. Il ne doit voir dans le salon du jeu qu'un amusement, et ne devrait pas être à la pensée aussi de toute cette canaille qui l'entoure. Elle aussi ne devrait-elle l'entoure, c'était où exactement? Elle aussi ne devrait-elle pas jouer pour le plaisir? Ce dédain des questions d'intérêt serait, de sa part, très aristocratique. Je vis des mamans donner des pièces d'or à de gracieuses jeunes filles de 15 à 16 ans et leur apprendre à jouer. Notre général s'approcha solennellement de la table. Les laquais se précipitèrent pour lui donner une chaise, mais il négligea de les voir. Il prit 300 francs en or dans sa bourse, les posa sur le noir et gagna. Il fit paroli, le noir sortit de nouveau, mais au troisième coup, le rouge sortit et il perdit 1200 francs d'un coup. Il s'en alla avec un sourire et tint bon. Je dois dire que devant moi, un Français gagna et perdit gaiement 30 000 francs. Un gentleman doit tout perdre sans agitation. L'argent lui est si inférieur qu'il ne peut s'en apercevoir. De plus, il est très aristocratique de ne pas remarquer combien tout cet entourage est vulgaire et crapuleux.
Il serait pourtant tout aussi aristocratique de le remarquer et de l'examiner avec une lorgnette. Le tout à titre de distraction. La vie est-elle autre chose que l'amusement des gentlemen? Le gentleman ne vit que pour observer la foule. La trop regarder pourtant ne convient pas. C'est un spectacle qui ne mérite pas une grande attention. Et quel spectacle mérite l'attention des gentlemen? Seulement, je pars pour les gentlemen car personnellement, j'estime que tout cela vaut un examen attentif, non seulement pour l'observateur, mais aussi pour les acteurs de ce petit drame, pour ceux qui, franchement et simplement, se mêlent à toute cette canaille. Mais mes convictions personnelles n'ont que faire ici. J'ai dit par conscience ce qu'il en était, voilà l'important. Depuis quelque temps, il m'est très désagréable de conformer mes actions et mes pensées aux règles de morale. Je suis une autre direction. La canaille jouait en canaille, je ne suis pas loin de croire que ce prétendu jeu cache de simples vols. Les croupiers au bout des tables vérifient les mises et font les comptes. Voilà encore de la canaille. Des Français pour la plupart. Si je note ces observations, ce n'est pas pour décrire la roulette. C'est pour moi-même, pour me tracer une ligne de conduite. Il n'est pas rare. Il est très commun. Veux-je dire qu'une main s'étende à travers la table et prenne ce que vous avez gagné. Une discussion s'élève. On crie, je vous prie, le moyen de prouver à qui appartient la mise. D'abord, tout cela était pour moi de lépreux. C'est-à-dire chinois, je crois. Je comprenais seulement qu'on comptait sur des chiffres, sur pair et impair, sur des couleurs. Je me décidais à ne risquer ce soir-là que 200 de florins de Paulina. La pensée que je débutais par jouer pour un autre me troublait. C'était une sensation très désagréable. Je voulais en finir tout de suite. Il me semblait qu'en jouant pour Paulina, je ruinais mes propres chances. Il suffit donc de toucher à une table de jeu pour devenir superstitieux. Je déposais 50 florins sur paire. La roue tourna et le chiffre 13 sortit. Maladivement, pour en finir plus vite, je mis encore 50 florins sur le rouge. Le rouge sortit. Je laissai les 100 florins sur le rouge, qui sortit encore. Je laissai le tout et je gagnai des rechefs. Je mis 200 florins sur la douzaine de milieu, sans savoir ce que cela pourrait me donner. On m'a paya 2 fois ma mise. Je gagnai donc 700 florins. J'étais en proie à d'étranges sentiments. Plus je gagnais, plus j'avais hâte de m'en aller. Il me semblait que je n'aurais pas joué ainsi pour moi. Je mis pourtant les 800 florins sur paire. 4, dit le croupier. On me donna encore 800 florins et prenant le tout, je m'en allais trouver Paulina. Il se promenait tout dans le parc et je ne pus la voir qu'au souper. Le Français n'était pas là et le général put profiter de cette absence pour me dire tout ce qu'il avait sur le corps. Entre autres choses, il me fit observer qu'il ne désirait pas me voir à la table de jeu. D'après lui, il était très dangereux pour moi que j'y parusse. En tout cas, moi, je serais compromis, répéta-t-il avec importance. Je n'ai pas le droit de régler votre conduite, mais comprenez-vous même. Et si selon son habitude, il ne finit pas. Je lui répondis très sèchement que j'avais fort peu d'argent et que je ne risquais pas d'en perdre beaucoup. En rentrant chez moi, j'eus le temps d'apprendre son gain à Paulina. Je lui déclarai que désormais je ne jouerais plus pour elle. Pourquoi donc demanda-t-elle avec inquiétude. Cela me dérange, je veux jouer pour moi. Vous avez raison, la roulette est votre salut, dit-elle avec un sourire moqueur. Précisément. Quant à l'espoir de gagner toujours, c'est peut-être ridicule, j'en conviens. Et puis,
Je demande seulement qu'on me laisse tranquille. Paulina Alexandrovna m'offrit de partager le gain de jour en me proposant de continuer à jouer dans ces conditions. Je refusais, je déclarais qu'il était impossible de jouer pour les autres, que je sentais que je perdrais sûrement. Et pourtant, tout ce que cela soit, moi aussi, je n'ai d'espoir que dans la roulette. Il faut donc absolument jouer pour moi, et je veux que vous partagiez, vous le ferez. Elle sortit sans écouter davantage mes observations. Hier, de toute la journée, elle ne me dit pas un mot à propos du jeu. Elle évitait d'ailleurs de m'en parler. Ses manières étaient échangées. Elle me traitait négligemment, me marquant à peine son mépris. Je compris qu'elle se trouvait offensée, mais comme elle m'en a averti, elle m'en ménage encore parce que je lui suis encore nécessaire. Étrange relation, incompréhensible souvent pour moi, égard surtout à son orgueil ordinaire. Elle sait que je l'aime à la folie. Elle me permet même de lui parler de mon amour. Quelle plus profonde marque de mépris que celle-là. Tes sentiments me sont si indifférents que tu peux me les dire ou les taire, cela m'est égal. N'est-ce pas? Elle m'entretient souvent de ses propres affaires, mais jamais avec une entière franchise. C'est encore un raffinement de dédain. Elle me sait au courant de certaines circonstances de sa vie, de celles qui l'inquiètent le plus. Elle même m'a donné certains détails, juste assez pour pouvoir m'employer comme commissionnaire. Quant à l'enchaînement des événements, je l'ignorerai toujours. Pourtant, si elle me voit inquiet de ses propres inquiétudes, elle daigne me tranquilliser par des demi-franchises, voire par des 3/4 de franchise, comme si elle ne devait pas, m'employant à des commissions très dangereuses, être avec moi d'une sincérité absolue. Je connaissais depuis 3 semaines son intention de me faire jouer à la roulette, car il n'était pas convenable qu'elle jouait elle-même. À sa physionomie, désolé.